Alors, on a beaucoup parlé ici même, les jours précédents, de la solitude d'un point de vue littéraire, métaphysique et même lexical. Ce dont on va s'entretenir aujourd'hui, Marc Perelman et moi, c'est de la solitude d'un point de vue plus social et politique, étant donné qu'évidemment, il n'y a pas de mur entre ces différentes formes, ou différentes plutôt dimensions plutôt que formes de solitude, parce que probablement si l'homme concrètement peut vivre seul dans la désespérance, comme on dit aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'il est en fait dans la condition de possibilité d'être seul. Hier, on a, à travers l'extraordinaire exposé qui nous a été fait par Jean-Claude Milner, il nous a été dit en effet que la solitude est le propre de l'être parlant, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité ou une capacité pour l'homme d'être seul et qu'on ne retrouve pas en effet dans le reste de la nature ou du monde vivant, même si en fait on pourrait pointer quelques cas, par exemple chez des mammifères, où il y a des phénomènes de solitude possibles. Mais cela est exceptionnel, évidemment, et n'a pas du tout le même sens que la solitude humaine. Alors, il faut dire que la solitude n'est pas simplement quelque chose, disons, d'équivoque, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs sens. C'est aussi un phénomène ambigu. L'équivocité, c'est la pluralité de sens. L'ambiguïté, c'est la pluralité de valeurs. Et c'est une pluralité qui peut aller jusqu'à la contradiction, en gros, entre la bonne et la mauvaise. Il y a une bonne solitude, on en a parlé, c'est la solitude du poète, du créateur, du mystique, la solitude de celui qui vit dans la retraite. La solitude bonne, c'est la solitude choisie, la solitude volontaire. Et puis par ailleurs, et c'est pour ça que le terme est éminemment équivoque et ambigu, par ailleurs, il y a une solitude désastreuse, une solitude subie, une solitude qui fait de l'être humain une sorte de réprouvé, puisque l'être humain est un être social, cela nous le savons depuis au moins les Grecs, et qu'un individu qui vit en effet séparé des autres, alors même qu'il ne l'a pas voulu, qu'il ne l'a pas choisi, mais qu'il subit cela comme un véritable destin tragique, ça c'est quelque chose qui est un des avant-coureurs, me semble-t-il, de la mort. Il y a en effet dans cette solitude tragique, dans la solitude subie, quelque chose où on pourrait sentir l'ombre de la mort planer. Alors pourquoi la solitude prend-elle aujourd'hui une importance aussi grande ? Parce qu'en effet, la société moderne, depuis 2 siècles, depuis en fait l'époque où peut-être c'est Alexis de Tocqueville, ce grand philosophe et sociologue, même s'il n'y avait pas de sociologie encore à l'époque, qui dans son ouvrage de la démocratie en Amérique a parfaitement compris en effet que la caractéristique des sociétés modernes, c'était l'individualisme. C'est d'ailleurs Tocqueville qui, dans cet ouvrage, publié au début des années 1830, donc au retour de son voyage aux États-Unis, c'est Tocqueville en effet qui forge ce terme d'individualisme dans lequel il voit en effet la caractéristique centrale de la société moderne. C'est une thématique qui, à l'époque contemporaine, a été reprise par un grand anthropologue du nom de Louis Dumont, qui distinguait en effet les sociétés holistes, qui sont des sociétés organisées autour du groupe, et dans lesquelles l'individu ou bien n'est qu'un effet du groupe, ou bien même, on peut dire, à la limite, n'existe pas. Il n'y a pas d'individu, par exemple, au sens propre du terme, dans une société traditionnelle ou dans une société qu'on peut appeler, qu'on appelle primitive. Et puis, par ailleurs, la société individualiste, une société dans laquelle l'individu est devenu le centre même de référence de la vie, au point que, et cela c'est une formidable page anticipatrice de Tocqueville, Tocqueville en effet a aperçu à travers le mode de vie américain la façon dont l'individu en fait qui est devenu le centre de sa vie, eh bien, a rétréci le champ de ses relations humaines à sa famille, à ses proches, à ses amis. Et Tocqueville a parfaitement anticipé le fait que cet individu moderne,
dont les romanciers au XIXe siècle décriront justement le destin tragique, hein, ça est aussi bien chez Balzac et chez Dostoïevski, eh bien cet individu moderne a coupé les deux relations verticales, parce qu'un être humain a des relations, on peut dire, horizontales avec ses contemporains, avec son environnement, la nature, mais aussi relations verticales qui peuvent être la transcendance divine, mais aussi les ancêtres et les descendants. Et Tocqueville a compris en effet que la logique de l'individualisme pousse à la rupture de toutes les relations verticale avec l'ascendance, hein, et avec la descendance. Alors on pourrait peut-être y revenir, mais le fait que nous sommes aujourd'hui peut-être à l'aube de ce que l'on pourrait appeler la fin des cimetières, hein, que par exemple le phénomène comme celui de l'incinération est quelque chose qui doit être aujourd'hui pris très au sérieux, etc. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes et de facteurs qui peuvent nous faire penser que, évidemment, l'individualisme qui repose sur un formidable acquis, qui est la liberté, et nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui la liberté qui ne serait pas une liberté personnelle. Un contemporain de Tocqueville, Benjamin Constant, a bien compris que la grande distinction qu'il y avait entre ce qu'il appelait la liberté des anciens, c'est-à-dire des Grecs et des Romains, et la liberté des modernes, c'est que les Grecs et les Romains définissaient la liberté par rapport à quelque chose qui est un ensemble, les citoyens. Le grec se sent libre dans la mesure où il n'est ni un esclave et ni soumis à une loi qui serait celle d'une puissance étrangère, d'où la défense victorieuse contre l'invasion perse, alors que la liberté des modernes est une liberté individuelle, une liberté personnelle, même si nous gardons conscience que cette liberté personnelle, elle est évidemment garantie par des lois, par un état de droit, c'est-à-dire en fait par des facteurs qui sont impersonnels, collectifs. Alors la ville là-dedans. La ville, et ce serait peut-être la porte d'entrée à ce débat sur la solitude, la ville est aujourd'hui, me semble-t-il, au cœur d'un véritable paradoxe. Depuis quelques années, enfin, ça m'a fait penser à une très belle citation de Nietzsche. Nietzsche qui disait « Les grands événements s'avancent sur des pattes de colombe ». Et ce que voulait dire Nietzsche par cette phrase, c'est que nous sommes, nous, c'était déjà le cas au XIXe siècle, à l'époque de Nietzsche, à l'époque du premier journalisme moderne, on est frappé par les événements les plus bruyants, les plus tonitruants. C'est le spectaculaire de l'accident, de la catastrophe qui fait les journaux télévisés, les gros titres des journaux, etc. Or, les grands événements qui bouleversent l'histoire des hommes, les grands faits qui nous bouleversent nos vies, sont souvent inaudibles, invisibles, et on ne les reconnaît qu'après coup. Or, justement, un grand événement s'est passé dans l'histoire de l'humanité il y a quelques années. Il y a quelques années, la population urbaine du monde a dépassé la population des campagnes. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire du monde, l'homme est devenu un être qui vit dans les villes majoritairement, alors que pendant les centaines de milliers d'années, enfin, sans remonter trop loin, les 150 000 ans de l'histoire d'Homo sapiens, l'homme a vécu dans les petits groupes du village, de la forêt, etc. Et que la ville est devenue aujourd'hui l'espace d'habitation de l'être humain. Et de fait, ce que la France a mis des siècles à connaître, puisque c'est dans les années 30, et seulement dans les années 30, que plus de la moitié de la population française est devenue urbaine. C'est une grande révolution à la fois démographique, sociale et politique. La France a commencé à n'être plus majoritairement paysanne à partir des années 1930. Bien, vous voyez, il a fallu simplement 60 ou 70 ans pour que le reste du monde, pensez à l'immense Chine, à l'immense Inde, où la quasi-totalité de la population, jusqu'à une date récente, vivait dans des petits villages. Il y a 600 000 villages en Inde, vous voyez, rendez compte, hein. Eh bien, de fait, il y a là une révolution anthropologique majeure. Or, et là est le paradoxe, il est possible qu'avec l'explosion justement du fait urbain, il est possible que nous assistions en même temps à la mort de la ville. Et la mort de la ville, c'est quelque chose qui favorise, me semble-t-il, le fait de solitude d'individus qui sont atomisés, qui vivent en effet agglomérés,
plus d'ailleurs congloméré qu'aggloméré, parce que quand on parle d'une agglomération, dans l'idée d'agglomération, il y a encore l'idée d'un centre qui hiérarchise et ordonne l'espace. En revanche, dans un conglomérat, il n'y a plus de centre parce que, en fait, nous avons affaire à un ensemble polycentré. Et à cet égard, ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle les mégalopoles et aussi avec les mégapoles, eh bien, est assez analogue avec ce qui se passe dans le domaine économique. La firme traditionnelle est un ensemble de production centré. Tandis qu'aujourd'hui, les trusts mondiaux sont des nébuleuses, hein, avec des participations dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le secteur de production de départ, des nébuleuses dont il est extrêmement difficile de dire le centre, c'est cela. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être parler davantage aujourd'hui de conglomérat que d'agglomération. Et évidemment, dans cet espace sans centre, sans hiérarchie, donc théoriquement égalitaire, même si les inégalités sociales sont encore visibles dans la topographie des terrains, ça c'est assez évident, et bien de fait, il est possible que dans cette espèce de triomphe monstrueux de la ville, et quand je dis monstrueux, imaginez que des villes comme Mexico, comme Lagos, vont bientôt avoir 30 millions d'habitants, qu'il y a des villes aujourd'hui qui sont beaucoup plus peuplées que bien des pays. Et donc, une ville qui fait 30, 40, 50 millions d'habitants, c'est quelque chose, en effet, qui est un objet complètement nouveau dans l'histoire des hommes. Et de fait, la solitude de l'être humain est quelque chose qui peut à la fois venir de cet individualisme moderne dont je vous ai parlé, et en même temps de l'impossibilité pour de plus en plus d'hommes, de l'impossibilité de s'inscrire dans un lieu qui puisse faire sens pour leur vie. Parce que de fait, je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental. Un être humain est un être qui ne peut pas, en effet, donner un sens réel à son existence s'il ne s'inscrit pas dans un lieu. Et je termine par une remarque. Le nomade, hein, qui se déplace d'un lieu à l'autre, n'est pas, comme on l'a souvent pensé, un homme sans lieu, c'est un homme qui a un lieu structuré autrement. Et donc, ne confondons pas, si vous voulez, quand nous disons une inscription dans un lieu, il ne s'agit pas simplement de faire l'éloge, évidemment, de la sédentarité. Voilà donc très, très largement, brossé à grands traits, quelques thématiques que je voulais propulser. Merci. On va essayer de dialoguer. Voilà, autour de ces questions-là. Alors, moi, c'est vrai que je vais rebondir sur deux thèmes. Alors, un premier thème qui, je pense, n'a pas été encore abordé, qui est plutôt un thème, voilà, qu'on pourrait dire mythique, hein, qui a à voir avec le mythe. Le mythe et puis le mythe de la ville. Le mythe de la première ville, le mythe de la ville que Caïn. Je vais expliquer cela à travers évidemment une lecture ou une relecture de la Genèse. Ce mythe donc de la création finalement de la ville par quelqu'un, donc par Caïn, qui de fait devient le premier bâtisseur de ville. Donc à la fois mon propos, ça sera autour de la Genèse. Et d'essayer de comprendre comment justement ce mythe de la première ville nous poursuit aujourd'hui et sous quelle forme. Et puis on basculera, ou je basculerai sur un propos beaucoup plus contemporain à travers ce que j'ai pu lire tout récemment dans le journal Libération, et ce n'est pas anecdotique, que sont tout simplement la création de ces villes qui ne sont plus des villes sur Terre, hein, qu'on ne crée plus comme des villes nouvelles, hein, ou qu'on n'agrandit plus comme ces immenses villes, à l'instar de Los Angeles ou Lagos, comme l'a dit Christian, mais ces villes que récemment, de grands projets projettent non plus sur Terre, mais sur mer. Et donc c'est la question justement de la ville isolée. De la ville isolée, de la ville en quelque sorte solitaire, de la ville coupée, hein, d'une certaine façon du reste, hein, de ce qui l'entourait jusqu'à présent. Et c'est tout à fait amusant, parce que j'ai pu en parler avec Jean-Claude Milner, et la première chose qu'il m'a dit, après lui avoir expliqué ses projets de ville en mer, eh bien, il m'a dit tout de suite, beau réflexe, il m'a dit, oui, comme ça va éviter la banlieue. Effectivement, cette réflexion est
tout à fait décisive dans la manière de percevoir justement comment dire, ces installations, ces établissements de nouvelles villes en mer, hein, et sur laquelle je voudrais revenir un tout petit peu plus tard. Je me suis d'abord intéressé en fait alors, au terme de solitude pour me poser la question au départ, disons même de l'étymologie du terme. Qu'est-ce que c'est finalement que ce terme, d'où vient-il hein, plus précisément? Et donc, en fouillant dans nombre de dictionnaires, j'ai pu me rendre compte que ce terme de solitude, il vient du latin solitudo, hein, 1213, voilà, pour Patrick Boucheron, et ça désigne au départ un lieu désert, un lieu finalement où l'on est seul, un état d'abandon, d'absence, de manque. Alors, c'est dérivé du mot solus, qui est plus précisément une étendue impropre à la culture. Une étendue impropre à la culture. Et donc, évidemment, qui par développement nous fait penser évidemment à l'isolement et au lieu même de l'isolement. Et puis après ça, je me suis donc repenché, si je peux dire, où j'ai relu ou revu ce qu'en disait la Genèse. C'est tout à fait intéressant parce que dans la Genèse, Caïn est présenté comme celui qui tue Abel, est présenté comme le premier bâtisseur de ville. Il tue son frère, comme vous le savez, et il est condamné par Dieu. Tu seras maudit. Caïn connaît une femme qui enfante Hénoch. Hénoch, c'est un fils, et Caïn donne à la ville qu'il construit le nom d'Hénoch. Donc Caïn bâtit en fait une ville qui prend ce nom d'Hénoch dans le pays de Nod, N-O-D. Dans le pays de Nod, en hébreu, ça signifie littéralement le pays de l'errance. Voilà. Et donc cette condamnation qui pèse sur Caïn, c'est finalement d'être un être errant, vagabond, seul, sans amitié ni lieu. Mais Caïn brise cette condamnation tout simplement en s'établissant, ou plus précisément en établissant justement une ville. Alors que Abel est le berger, et donc nomade, et que Caïn est l'agriculteur, et donc le sédentaire, eh bien, au contraire, donc Caïn ne peut accepter cette condition d'errance, contraire à sa nature intrinsèque et surtout à sa condition de victime. Donc, il crée la ville, il va donc s'enraciner. Il va donc s'enraciner, se fixer tout simplement pour se défendre, non plus simplement comme agriculteur, mais comme fondateur de la ville. Et là, j'y vois, disons, quelque chose de tout à fait intéressant, parce que paradoxal. Voilà un être promis à l'errance qui est obligé, qui est condamné, d'une certaine façon, à s'établir, à se fixer, en quelque sorte à d'une certaine façon, exclure Dieu de la ville elle-même. Bref, ils s'enracinent et ils fondent la ville même. Donc, d'une certaine façon, ils récusent Dieu. Et ça qui est tout à fait intéressant, finalement, peut-être dans la mythologie chrétienne, qui nous poursuit. La ville, c'est sans doute la cristallisation d'une offense à Dieu et d'une récusation de Dieu. Et c'est peut-être même là son ambiguïté ontologique, pourrait-on dire, en tous les cas originelle. Voilà, la première réflexion qui m'intéresserait de développer et peut-être de dialoguer un peu plus loin avec Christian Gaudin. Oui, alors on pourrait ajouter que, parallèlement à cette tradition qui est celle d'une condamnation de la ville, il y a dans la civilisation occidentale une valorisation de la ville qui remonte aux Grecs,
puisqu'en effet, à la ville est attachée l'idée même du citoyen. Le citoyen est l'habitant de la cité, et que par opposition à l'habitant de la ville, il y a le selvaticus, le sauvage qui est l'habitant de la forêt. Sauvage vient de ce mot selvaticus, lequel mot latin vient de silva, qui veut dire la forêt. Donc étymologiquement, le sauvage est l'homme de la forêt. Et donc je crois que sans, disons, là il y a sans doute une tension, mais je crois que la tradition occidentale est une tradition qui est profondément duelle, puisqu'il y a à la fois Athènes et Jérusalem, et qu'on a souvent tendance, d'ailleurs c'est vrai, à oublier l'une au profit de l'autre. Et je crois qu'il y a aussi un rejet justement de ce qui est hors de la ville comme étant le lieu du sauvage, ou bien le lieu du païen aussi de la paysannerie, enfin de quelqu'un qui, n'étant pas tout à fait sauvage, puisqu'il est dans le même pays, mais ne participe pas justement à cette urbanité. Puisque c'est la ville qui fait l'urbanité, la politesse. La politesse, n'oublions pas, c'est un terme qui est le frère jumeau, étymologiquement, de la polis, P-O-L-I-S, qui veut dire en grec la cité, et de la police, P-O-L-I-C-E, qui, en français, avait à l'âge classique, non pas le sens étroit d'aujourd'hui, la police comme étant l'organe, l'institution étatique de maintien de l'ordre, etc., mais que la police était en fait l'ensemble de tout ce qui pouvait faire la civilisation. Et la civilisation, c'est le fait du kiwi, c'est de la kiwitas. La civilisation, elle est dans les villes et la sauvagerie en dehors d'elles. Donc il y a en fait un imaginaire qui est profondément partagé, mais vous savez, la profonde thèse de Freud qui disait que l'inconscient ignore la contradiction. Et que de fait, puisque nous sommes ici, non pas au niveau, disons, de la réflexion théorique ou rationnelle, mais au niveau de l'imaginaire, je crois qu'il n'est pas très étonnant si, dans cet imaginaire-là, il y a ce partage entre la bonne ville et puis la ville mauvaise. Alors, pour aller beaucoup plus loin, et donc tout récemment, sur ces projets de ville en mer, là, c'est quelque chose qui m'a particulièrement, disons, étonné. D'un point de vue plus politique, cette fois-ci, voilà, il est tout à fait étonnant comment, aujourd'hui, des projets utopiques, comme on dit, voilà, n'ont plus à voir avec le lieu, en quelque sorte, ou le territoire traditionnel de leur établissement, en l'occurrence la terre. C'est plus sur le terroir ou sur le territoire que l'on va constituer des villes ou que l'on va les agrandir. Mais les nouveaux projets, les grands projets en termes d'utopie, disons, majeure, que se donnent aujourd'hui les hommes, et surtout les grandes entreprises, c'est d'installer donc ces villes en mer. Et là, j'y trouve quelque chose de tout à fait étonnant. Vous vous souvenez de ce mot de Karl Marx, qui est trop peu ici utilisé. Ce mot de Karl Marx qui parlait de Monsieur le Capital et de Madame la Terre. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas Monsieur le Capital et Madame la Mer, au sens où, comme le disait Christian, la ville, aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui épuisée. Peut-être qu'elle est aujourd'hui arrivée à son maximum, disons, d'établissement, de fixation, que la ville elle-même, traditionnelle, c'est-à-dire la ville avec ses remparts, la ville avec son centre, la ville avec sa périphérie, la ville avec ses êtres, certes parlants, mais ces êtres circulants, ces êtres, on va retrouver dans les logements, dans les appartements, dans ce qu'on appelle les foyers, là où il y a le feu. Peut-être que cette ville-là, comme le suggère Christian, est en train peut-être effectivement de disparaître, ou en tous les cas peut-être ne correspond plus à cette volonté justement d'isolement, d'essolement, par rapport à laquelle nos sociétés, semble-t-il, veulent aspirer. Et peut-être que précisément ces projets utopiques, aquatiques, pas sous la mer,
mais sur la mer. Comme on peut en voir certains surgir ici ou là, je pense à Dubaï par exemple, où là on est plutôt en frontière, on essaie de construire, vous voyez, des îlots, voilà, qui montrent bien l'idée, encore une fois, de choses, d'entités, vous voyez, repliées sur elles-mêmes, coupées du reste. On peut se poser la question de savoir si ces grands projets de villes maritimes, de villes dans les océans, pour lesquels les grandes entreprises mondiales aujourd'hui sont très intéressées, parce que, comme le disait l'article dans Libération, elles échappent déjà à l'aspect financier. Ces villes que l'on va installer, établir en mer, ce sont des villes qui seront dans des zones d'extraterritorialité et donc qui ne seront pas soumises du tout, évidemment, à l'impôt, si je peux dire, et à toutes les mesures, évidemment, toutes les mesures fiscales et autres auxquelles sont soumis finalement ceux qui résident, ceux qui ont un logement, un appartement, qui habitent un lieu, seuls ou pas d'ailleurs, ou en famille, sur Terre. Voilà. Et donc, au-delà évidemment de cet aspect directement mercantile ou marchand, si vous préférez, la question, c'est vraiment celle-ci, c'est vraiment celle de cette volonté voilà, d'isolement, d'essolement, de libération, entre guillemets, par rapport au reste de la population, pour se retrouver en quelque sorte entre soi. Entre soi. Or, précisément, là on en revient peut-être plus directement, on aborde plus directement la question de l'architecture et de l'urbanisme. Est-ce que finalement, l'architecture, ce n'est pas précisément cette volonté-là qui fait son origine, c'est-à-dire cette volonté de séparation? Souvenez-vous du livre Une chambre à soi, le fait de se retrouver, le fait de vouloir se retrouver dans un lieu séparé des autres, c'est cette volonté vraiment de s'isoler visuellement, de s'isoler d'un point de vue sonore, voilà, et de pouvoir en quelque sorte être avec, comme on dit, être avec soi-même, être en tous les cas dans un lieu à soi. Or peut-être que précisément aujourd'hui, le foyer, l'appartement, le logement, dans la façon dont ils se sont édifiés à travers les tours, à travers l'architecture moderne, à travers les bars, cette façon, disons, de collectiviser les individualités, les singularités, peut-être que là, on en arrive peut-être à comme une espèce de fin, d'impossibilité. On voit bien qu'il n'est plus possible, mentalement, finalement, de vivre dans des communautés qui n'ont cessé finalement de s'agrandir et vis-à-vis desquelles on n'a strictement aucun moyen de ralentir la progression même. D'où cette impossibilité, et c'est là le paradoxe, plus la ville permet l'agrégation des individus, plus elle isole, d'une certaine façon, les individus. Plus la ville permet à des individus de se réunir dans des communautés de voisinage, peu importe, dans des lieux pour cela, moins finalement on peut se voir, moins on peut d'une certaine façon s'entendre. Problème des banlieues, etc., etc. Et peut-être que justement cette utopie des villes en mer se voudrait une forme, disons, peut-être de résolution, de créer des îlots, des îles, une espèce de ville bateau, d'une certaine façon, qui se suffirait pratiquement à elle-même. Je renvoie là au texte qui m'avait à l'époque beaucoup impressionné, qui est le texte de Roland Barthes sur Jules Verne, sur Nautilus, où il montre comment, à travers disons, ce sous-marin, tout simplement, comment le sous-marin constitue le lieu même de l'habitation. Le lieu même de l'habitation, voilà, dans la mer, en quelque sorte. Voilà. Ville-bateau, ville-île, île-ville, ville flottante, avec ce plaisir de l'isolement. Ce plaisir de l'isolement, la possibilité
d'être absolument détaché finalement de tous les autres. Ce que constitue là le Nautilus du capitaine Nemo dans Jules Verne, est-ce que ce n'est pas, à une échelle un peu plus grande, ce que l'on nous propose aujourd'hui avec ces villes flottantes qui vont permettre à tout un chacun d'être véritablement isolé dans un entre-soi où chacun pourra profiter parfaitement, en quelque sorte, du lieu sans aucune contrainte autre que celui finalement qui lui ressemble au plus près, puisque ces villes flottantes, ces villes en mer, sont des villes mobiles, d'une certaine façon, elles pourront se déplacer comme ça sur l'eau, et permettront finalement une élite sociale, une aristocratie peut-être de la mer, de constituer peut-être une forme de nouvelle classe, non plus une classe bourgeoise, celle qui occupait précisément les bourgs, mais une nouvelle classe, j'allais dire aquatique, une nouvelle classe liée à l'élément marin, qui fera de son isolement une force, à mon avis, assez redoutable. Oui, et pour confirmer cette analyse, parce que je crois qu'on aurait tout à fait tort de considérer que ces projets utopiques sont simplement des rêveries ou bien des fantasmes, puisque désormais, on peut dire, comme d'ailleurs dans le domaine des biotechnologies, désormais l'utopie, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et comme disait l'écrivain russe Nikolai Berdiaïev, pendant des siècles, l'homme a cherché à réaliser ses utopies. Il se pourrait bien maintenant, puis Huxley s'est servi de cette citation de Berdiaïev comme exergue de son meilleur des mondes. Berdiaïev disait que pendant des siècles, donc, l'homme cherchait à réaliser des utopies et que désormais, peut-être, le principal défi, c'est de faire en sorte que les utopies ne deviennent jamais des réalités. Alors, en fait, ce qui confirme précisément, vous parliez d'isolement, on pourrait même aller jusqu'à parler de sécession, d'apartheid. Il y a un mouvement d'apartheid, un mouvement sécessionniste que l'on voit aujourd'hui dans de nombreux secteurs de la vie sociale. Il y a des villes aujourd'hui, certains auteurs ont parlé d'une sorte de retour au Moyen-Âge avec les forteresses, les châteaux forts. Il y a aux États-Unis des villes pour riches. Il y a en France des lotissements qui sont gardés de façon extrêmement serrée et qui, en fait, ne peuvent être... on ne peut y pénétrer que si on a un badge, que si on a un mot de passe, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait, disons, caractéristique. Pour en venir à l'utopie, l'un des épisodes les plus fameux de l'utopie de Thomas More. Thomas More, c'est cet écrivain anglais, philosophe, qui a été le chancelier du roi Henri VIII et qui, je crois, vers 1520, a écrit cet ouvrage Utopie, dont le titre est un néologisme forgé par Thomas More lui-même à partir de deux mots grecs qui veut dire absence de lieu. Eh bien, l'un des gestes d'Utopus, ce personnage, donc ce héros éponyme, imaginé par Thomas More, le premier geste d'Utopus, ça a été de briser, enfin de casser l'isthme qui rattachait l'île d'Utopie à la Terre pour en faire en fait ce qui n'était pas auparavant une île, mais pour en faire une île. C'est-à-dire que l'île d'Utopie, telle qu'elle nous est décrite dans le roman de Thomas More, de façon très significative, elle était rattachée à la terre par un isthme, et cet isthme a été tranché violemment par le glaive, par la charrue, de façon à ce que, effectivement, les hommes d'utopie puissent ainsi vivre, disons, à l'écart d'un monde qui est pourri de violence, de mal, de péché, etc. N'oublions pas que c'est cet imaginaire-là qui a beaucoup travaillé les émigrants européens dans le Nouveau Monde. L'isthme qui coupait en fait la mauvaise terre de la bonne, eh bien, c'était l'océan Atlantique. Il y a aussi dans les immigrants du Nouveau Monde, il y a en effet ce projet de faire sécession par rapport à un vieux monde pourri et corrompu par le mal, pour en édifier un qui serait pur de tous ces maux traditionnels. Donc, de fait, ces utopies-là sont quelque chose, on s'en est rendu compte seulement au XXe siècle, on s'est rendu compte évidemment de leur force proprement totalitaire. Et c'est là justement que, le sens de cet isolement est très équivoque.
Parce que d'un côté, en effet, nous avons la volonté de larguer les amarres, hein, c'est le cas de le dire, avec les villes flottantes, la volonté de se séparer du reste des autres. Et en même temps, c'est pour vivre dans un entre-soi qui est, en fait, on peut dire, ce qu'il y a de plus antinomique avec la bonne solitude, c'est-à-dire la bonne solitude de l'individu qui cherche à méditer, qui peut rêver, qui peut créer, imaginer, qui peut avoir des caprices, des fantaisies, etc. Bref, avoir une vie personnelle. Ce qui est assez caractéristique dans ces villes pour riches dont je vous parlais, ou bien dans tous les romans d'utopie, et ce qui est caractéristique aussi de toutes les utopies qui ont été réalisées au cours du XIXe siècle, c'est qu'il n'y a plus d'individus. Il n'y a plus que les membres d'une collectivité qui vit dans une espèce de fusion, hein, on pourrait utiliser l'expression de Sartre, de groupe en fusion, où la solitude, du coup, est impossible. Parce que deviendrait la solitude dans un régime, en effet, aussi bien intégré que celui d'une utopie? La solitude, c'est une sorte de trahison. Le solitaire ne peut être qu'un criminel, un délinquant en puissance. Donc c'est quelqu'un dont on se méfie énormément. Donc il y a d'un côté un véritable mouvement sécessionniste, hein, un mouvement de ghettoisation. Et là on voit très bien que le ghetto change aussi complètement de sens. Pendant des siècles, le ghetto, on reléguait certaines populations dans des quartiers malfamés ou dans des périphéries. Hein. Le ghetto, vous savez, vient de Venise, hein, le mot même. Ce quartier dans lequel on obligeait les individus, certains individus à vivre, tandis qu'aujourd'hui, les ghettos changent de sens. Ce sont les riches, les puissants qui constituent des ghettos à l'abri justement de ce reste du monde corrompu et auquel on ne veut plus rien avoir. D'ailleurs, on voit ce mouvement de sécession au niveau politique avec les régions. En Italie, c'est la Lombardie qui est travaillée par des mouvements sécessionnistes forts, parce que les Lombards en Italie ne veulent pas payer pour ces pecnos de Calabrais ou de Siciliens qui sont des mafieux, qui ne travaillent pas, etc. Même chose en Belgique. Les Flamands, plus riches que les Wallons, sont travaillés par des mouvements sécessionnistes, comme d'ailleurs en Espagne, la Catalogne par rapport à l'Andalousie. Et donc, on voit aujourd'hui que notre monde, qui est un monde de la mondialisation. Et la mondialisation, ce n'est pas seulement une affaire des bourses, c'est aussi la technique, la culture, les mentalités, la télévision. La mondialisation, c'est tous les domaines et tous les secteurs de la civilisation humaine. Or, la mondialisation, c'est évidemment l'intégration, c'est évidemment l'uniformisation, la perte, la destruction des différences. Mais en même temps, par, disons, un effet de retour, la mondialisation, c'est aussi tout un ensemble de mouvements de délitement social, de désocialisation, d'effritement des solidarités. La mondialisation, c'est aussi justement la prolifération de ces mouvements sécessionnistes. Par exemple, aujourd'hui, il y a presque 200 États représentés à l'ONU. Là où il n'y avait qu'une seule Union soviétique il y a 30 ans, il y a aujourd'hui 15 États indépendants. Et donc, il est à la fois paradoxal, contradictoire, mais en même temps parfaitement compréhensible que le monde dans lequel les 7 milliards d'hommes aujourd'hui vivent est un monde de plus en plus intégré et en même temps qui est travaillé par des facteurs de désintégration, aussi bien au niveau politique, social et au niveau psychologique. Dernière chose, l'OMS prévoit que la grande maladie du XXIe siècle, ce sera la dépression. La dépression, c'est la maladie de la solitude. Ça, c'est quelque chose de tout à fait clair. Et ce sera une maladie qui causera beaucoup plus de désastres que les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Sans compter, évidemment, plus encore que les épidémies qui sont presque toutes éradiquées. Oui, vous avez eu raison d'insister sur ces formes nouvelles d'enfermement urbains, hein, ce qu'on appelle aux États-Unis les gated communities, hein, qui sont effectivement des lieux avec des portes. Hein. Alors c'est plus la porte, ce fameux seuil qui faisait évidemment l'entrée, hein, ou la sortie des villes elles-mêmes et par lequel on passait pour passer finalement de la campagne, hein, de la nature, bon, pour le dire rapidement, à l'univers, disons, minéral, hein, de la ville et à la rencontre avec les autres, hein, qui pouvaient être dans la ville traditionnelle, dans la ville médiévale, beaucoup moins évidemment dans la ville moderne, voire hyper moderne, qui pouvait être évidemment le moment d'une communauté avec des personnalités, des singularités évidemment très, très différentes. Là, dans les gay community, on est au contraire dans l'idée en quelque sorte
que chacun se ressemble. Hein. C'est si l'isolement, hein, en quelque sorte, l'isolation ou l'isolement, voilà, le plus caractéristique possible, hein, où on s'enferme non seulement à l'intérieur de barrières, hein, électroniques, hein, où il s'agit de... On peut passer la porte en montrant patte blanche, au sens fort du terme. Hein, il faut présenter sa main, hein, ses doigts, hein, ses empreintes digitales pour passer, mais où à l'intérieur, finalement, on retrouve les mêmes, hein, que soi, et qui sont chacun, eux aussi, calfeutrés au fond de leur parcelle, hein, d'habitation, et où l'architecture elle-même, c'est là où je voudrais en venir, où l'architecture elle-même redouble, en quelque sorte, l'organisation séparée précisément de ces lieux qui sont en dehors, hein, des villes ouvertes ou des villes traditionnelles, qui sont des villes, ces gated communities, fermées en quelque sorte sur elles-mêmes. Et d'une certaine façon, les pavillons que l'on peut voir dans cette gated community sont vraiment des lieux, encore une fois, qui redoublent l'enfermement, qui redoublent l'isolation, qui redoublent en quelque sorte l'enfermement de ceux qui habitent. Autre élément nouveau, hein, peut-être de la modernité, c'est ces événements que nous subissons d'ailleurs aujourd'hui, et dont vous vous rappelez sûrement, qui ont à voir avec la canicule. Vous vous rappelez sûrement qu'il y a quelques années, cette forte canicule qui était tombée en France et qui avait fait, qui avait été un désastre, hein, pour certaines villes, hein, bien que certains avaient tenté d'alerter le gouvernement. Et vous vous souvenez de ce désastre, hein, de 10 000 ou 15 000 personnes âgées, hein, qui s'étaient retrouvées comme parce que seules, parce qu'isolés précisément, parce que parfois même sans famille, s'étaient retrouvés comme isolés dans leur appartement, avec l'impossibilité tout simplement d'appeler à l'aide, parce que voilà, la canicule les avait, ou la ville plus précisément, hein, les avait comme pris au piège de leur propre enfermement. Au bout, hein, quand il y a un événement un petit peu exceptionnel, la ville, c'est aussi peut-être cette forme de mort. Alors, on ne peut pas dire que c'est une mort véritablement organisée, mais c'est une mort, c'est vrai, qui n'est pas vraiment prévue. On ne peut pas dire que c'est une mort évidemment choisie, mais c'est une mort, disons, que la ville, seule la ville, a été capable, si je peux dire, de produire. Ce sont des choses qu'on ne trouvait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on ne voit pas à la campagne. C'est bien dans les villes, hein, du fait même justement de l'isolement, hein, de la solitude des anciens, des personnes âgées, que des catastrophes de cet ordre peuvent se dérouler. La ville, vous voyez, moderne, la ville comme piège. Peut-être que là, justement, dans ces villes à venir, dans ces villes flottantes, peut-être que là, on aura des ghettos, mais de véritables ghettos où tout le confort, hein, et toutes les possibilités de désastres seront bannis à tout jamais. Mais pour qui ? C'est vrai que dans la ville moderne, en fait, les formes les plus tragiques de la solitude humaine, celles qui touchent les plus démunis, les personnes âgées, les SDF. N'oublions pas que quelqu'un qui est à la rue, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a perdu son travail, c'est quelqu'un qui très souvent a perdu des liens familiaux, à la suite par exemple d'un divorce ou partie d'un foyer. Ils ont perdu leurs amis. Et qu'inversement, vous avez des chômeurs qui peuvent relativement continuer à vivre, au moins sur le plan matériel et aussi sur le plan psychique, de façon convenable, humaine, parce que ces solidarités familiales et sociales, précisément, continuent de jouer. S'il n'y avait pas encore ce beau reste, hein, parce que malheureusement, bien des forces vont dans le sens contraire, s'il n'y avait pas encore ces beaux restes dans notre société, le drame que représente pour un pays comme la France 3 millions de chômeurs serait infiniment plus explosif, beaucoup plus désastreux. On peut dire encore que les solidarités, disons, privées ou collectives jouent un rôle de matelas, hein, contre l'impact, la force même de ces drames que peuvent représenter en effet la perte du travail ou bien la prolifération des petits travaux à temps partiel.
Donc il y a là un problème qui est un problème effectivement inédit. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas dire que le SDF d'aujourd'hui, ce soit l'héritier du trimard d'autrefois, celui qu'on appelle le trimard dans les campagnes. Ce pauvre gars, il probablement avait des troubles psychiques, comme d'ailleurs beaucoup de SDF aujourd'hui, qui allaient de village en village, mais qui, en fait, malgré son caractère, disons, malgré le caractère sinistre de son sort, était en fait admis dans une société qui avait une capacité d'intégration, me semble-t-il, plus forte qu'aujourd'hui. Et ça fait penser d'ailleurs aussi à ce grand paradoxe de la société indienne. Vous savez que la société indienne est une société impitoyable aux yeux des démocrates que nous sommes, parce que la société indienne, en effet, est structurée par une hiérarchie de castes qui est rigoureusement inégalitaire. Et donc, évidemment, nos esprits démocratiques sont profondément heurtés par ce principe d'inégalité qui est au cœur de la société hiérarchique des castes en Inde. Or, même les plus réprouvés des basses castes, je pense évidemment à ceux qu'on appelle les intouchables en Occident, font partie du système. Et c'est ça qui est assez frappant. C'est-à-dire que dans une société hiérarchique, et ça l'anthropologue Louis Dumont, que je vous citais tout à l'heure, l'a parfaitement montré dans ses ouvrages, une société inégalitaire, hiérarchique, est plus intégrante qu'une société démocratique égalitaire. C'est que dans une société, en effet, qui repose sur des principes d'égalité démocratique, eh bien, en fait, le principe, disons, la forme la plus visible d'inégalité entre les individus, c'est une forme matérielle, les riches et les pauvres. Or, cette grande dualité, bien sûr, elle existait dans les sociétés d'autrefois et en Inde, mais elle n'était pas structurante, tandis qu'aujourd'hui, elle l'est. Donc, de fait, un individu qui aujourd'hui perd une certaine position en termes de travail, en termes de richesse, c'est quelqu'un qui finit par tout perdre. Il perd sa liberté, il perd ses relations, il perd ses amitiés, il perd ses solidarités. Et donc, en fait, on voit ce grand paradoxe, c'est que, sauf évidemment un appareil très lourd, une dette sociale, etc., qui aujourd'hui encore existe, eh bien, sans cela, en fait, et sans ces solidarités individuelles dont je vous parlais, eh bien, la chose serait littéralement intenable. Donc, il faut bien se rendre compte que quand nous parlons de solitude aujourd'hui, non pas, disons, d'un point de vue abstrait ou général, mais d'un point de vue concrètement vécu par des individus qui sont comme ces pauvres dans les maisons de retraite dont vous parliez tout à l'heure, comme ces SDF, comme ces gens qui sont totalement perdus dans la grande ville dans laquelle ils n'ont aucun repère. Eh bien, en fait, ces formes de solitude sont littéralement inédites. Elles ne sont pas simplement la métamorphose d'une antique solitude qui aurait commencé avec les philosophes grecs et continué avec les ermites du Moyen-Âge. Non, c'est réellement, pour utiliser un terme philosophique un peu compliqué, pour parler en termes philosophiques, le terme de Heidegger, ce sont des existentiaux. La solitude est un existential dont on peut faire l'histoire et qui en fait se modifie considérablement en fonction justement du contexte historique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère à la fois des individus et des masses. Et c'est cette conjonction entre les masses et les individus qui peut donner, dans certaines dimensions, un cocktail littéralement explosif. Et seul, en effet, on comprend que seules les individualités les plus fortes, dans les situations les plus dures, peuvent en effet résister. Je ne sais pas si on n'a pas épuisé notre temps. Ou épuisé... S'il est temps de conclure, je voudrais, enfin, au fil de mes lectures récentes, je suis tombé sur 2 passages de Lévi-Strauss dans les Tristes Tropiques, et qui parlent de la ville. Et ça me semblait tout à fait intéressant, justement, de citer en fait ces passages. Donc, l'un, c'est la page 138 de l'édition Terre humaine, des Tristes Tropiques, justement pour se demander si la ville dont parle Lévi-Strauss à partir de son expérience de voyageur des années 1930-1950, est-ce que cette ville-là existe encore aujourd'hui dans le monde? C'est ça la question. Je serais tenté de dire que non, mais vous savez que là, nous sommes en présence d'une grande bifurcation philosophique. Il y a des penseurs qui insistent plutôt sur les continuités historiques. Et donc, pour eux,
derrière les révolutions, il y a toujours des invariants, etc. Vous connaissez cette thématique. D'autres, au contraire, insistent sur les effets de rupture, sur les effets de catastrophe. Catastrophe, pas simplement au sens de désastre, mais au sens étymologique, c'est-à-dire de rupture radicale, de renversement. Et voici donc ce qu'écrit Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Ce n'est donc pas de façon métaphorique qu'on a le droit de comparer, comme on l'a si souvent fait, une ville à une symphonie ou à un poème. Ce sont des objets de même nature. Plus précieuse peut-être encore, la ville se situe au confluent de la nature et de l'artifice. Congrégation d'animaux qui enferment leur histoire biologique dans ses limites et qui la modèlent en même temps de toutes leurs intentions d'être pensants, par sa genèse et par sa forme, la ville relève simultanément de la procréation biologique, de l'évolution organique et de la création esthétique. Elle est à la fois objet de nature et sujet de culture, individu et groupe, vécu et rêvé, la chose humaine par excellence. Vous voyez, la question, ce texte a été écrit il y a 50 ans, à partir d'une expérience de 20 ans antérieure. La question qui pourrait se poser, c'est: pourrait-on dire tout à fait la même chose aujourd'hui? Et la deuxième citation, toujours du même ouvrage, Triste Tropique, un esprit malicieux, dit Lévi-Strauss, a défini l'Amérique comme un pays qui a passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. On pourrait, avec plus de justesse, appliquer la formule aux villes du Nouveau Monde. Elles vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté. Alors, ce qui est très précieux ici, la question de l'ancienneté. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre, malheureusement, sauf heureusement dans les musées, mais on a tendance à confondre l'ancien et le vieux. Vous savez que l'ancien est aussi différent du vieux que le nouveau peut l'être du neuf. Le vieux, évidemment, est dévalorisé par rapport au nouveau. Et toutes les fois qu'on traite une chose ancienne de vieille, évidemment, c'est pour la dévaloriser, donc pour la rejeter. En revanche, dans l'idée d'ancienneté, il y a une certaine valorisation. Mais cette valorisation, elle est aujourd'hui très fortement menacée. Et c'est vrai que les villes nouvelles ou les nouvelles villes eh bien, sont en effet incapables, précisément de fait, d'intégrer cette valeur de l'ancienneté qui, vous voyez, est tout à fait celle dans laquelle nous baignons actuellement, parce que l'ancienneté, évidemment, c'est la culture elle-même. Qu'est-ce que c'est que la culture, sinon l'ensemble du passé jusqu'à aujourd'hui? L'éradication de l'ancien, c'est la barbarie, puisque la barbarie, c'est la destruction de la culture. Je ne connais aucune autre culture que celle du passé. La culture du présent, nous ne la connaissons pas encore, et la culture du futur, nous ne savons même pas si elle existera. Donc, de fait, nous avons à protéger l'ancienneté.